Vous suivez en direct le 19h30 sur la MBC. Bien le bonsoir à vous. Voyons tout de suite le sommaire de cette édition. La prochaine visite d'État du Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, en Inde, marquée par l'échange de plusieurs protocoles d'accord, dont un sur la production d'électricité. Le président français Emmanuel Macron en visite officielle à Maurice les 21 et 22 novembre prochains. Le cabinet ministériel en a pris note hier. Règlement pacifique de la question de Palestine, l'Assemblée générale des Nations unies décide de relancer le processus. Maurice y apporte son soutien. Mobilisation des pays de l'océan Indien pour une meilleure surveillance des eaux. Des outils valant plus de 4 millions de roupies remis aux États membres. Au théâtre Serge Constantin Vacquois, rideau sur les travaux de rénovation. L'édifice rouvre ses portes aux artistes après 4 ans. Et puis, petite virée en hélicoptère dans cette édition. On vous embarque avec Bibi Aïssa Nadjerali, centenaire. Enfin, aux États-Unis, des forages scientifiques pourraient avoir mené à la découverte d'un océan d'eau douce caché sous les fonds marins. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Maurice et l'Inde renforcent leur partenariat historique, fondé sur des liens culturels, économiques et stratégiques. Lors de la prochaine visite d'État du Premier ministre en Inde, plusieurs protocoles d'accord seront échangés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération. Cette visite mettra l'accent sur des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'énergie, les sciences et les technologies, ainsi que le développement durable. On fait le point avec Maya Lutchman. Parmi les accords prévus figure la mise en œuvre de la phase 2 des petits projets de développement, d'un montant de 500 millions de roupies. Ces projets viseront le développement socio-économique avec un accent sur l'éducation, la santé de base, le développement communautaire, la formation, les énergies renouvelables et la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Un protocole d'accord prévu dans le secteur de l'énergie. Il portera sur la sécurité et la transition énergétique, la planification et la production d'électricité, notamment via le gaz naturel liquéfié, ainsi que sur l'efficacité énergétique, la numérisation et le renforcement des capacités institutionnelles. Autres domaines concernés, les sciences et les technologies marines. Le Mauritius Oceanography Institute collaborera avec le Council of Scientific and Industrial Research de l'Inde sur, entre autres, la recherche, l'échange de chercheurs et l'exploration des ressources marines, y compris les hydrocarbures et les minéraux des fonds marins. Dans le secteur public, Maurice et l'Inde s'associeront à travers le Karma Yogi Bharat du Department of Personnel and Training de l'Inde, en vue de développer un écosystème numérique de renforcement des compétences. Par ailleurs, 2 protocoles d'accord seront échangés entre l'Université de Maurice et l'Indian Institute of Technology de Madras, ainsi qu'avec l'Indian Institute of Plantation Management de Bangalore. Enfin, 2 accords existants seront renouvelés. L'accord de coopération technique dans le domaine spatial, notamment pour le suivi des satellites, et le protocole d'accord sur la coopération dans le secteur de l'hydrographie. Lors de sa réunion hier, le cabinet ministériel a pris note que le président français Emmanuel Macron effectuera une visite officielle à Maurice les 21 et 22 novembre 2025 dans le cadre de sa participation au sommet du G20 qui se tient en Afrique du Sud. Et puis, le Conseil des ministres a accepté que le gouvernement engage des discussions sur la réforme électorale. Un document sera examiné prochainement par le cabinet, après quoi de larges consultations seront menées auprès des parties prenantes concernées. L'Assemblée générale de l'ONU a décidé hier de reprendre la conférence internationale de haut niveau sur la solution à 2 États le 22 septembre prochain. Cette décision relance ainsi un processus qui avait été suspendu en juillet dernier en raison de l'escalade de la violence au Moyen-Orient. Maurice participera à la conférence internationale. Le cabinet a donné son aval hier, Farah Konaï.
L'Assemblée générale des Nations unies s'est prononcée hier en faveur de la reprise de la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. La décision fait suite à l'adoption d'une proposition conjointe de l'Arabie saoudite et de la France. The General Assembly, on the proposal of France and Saudi Arabia, recalling its resolution 79/81 of 3 December 2024 and taking note of the suspension on 30th July 2025 of the high-level international conference for the peaceful settlement of the question of Palestine and the implementation of the two-state solution, convened during the 79th session of the General Assembly, decides that the high-level international conference for the peaceful settlement of the question of Palestine and the implementation of the two-state solution shall resume during the 80th session of the General Assembly on the 22 September 2025. Après cette adoption, Israël et les États-Unis ont dit se désolidariser de cette conférence. Ils ont qualifié l'initiative de politiquement motivée et nuisible aux efforts de paix. Maurice dit soutenir la solution à deux États et participera à la reprise de la session de la conférence sur la Palestine le 22 septembre 2025. À Gaza, la violence continue de s'abattre sur une population déjà brisée. Ce samedi, Israël a détruit une tour d'immeubles dans le sud-ouest de la ville de Gaza. L'armée israélienne avait appelé un peu plus tôt les habitants à évacuer. Tel Aviv tente de percer ce qu'elle présente comme la dernière poche de résistance du Hamas au moment où des négociations sont en cours entre l'organisation islamiste et les États-Unis pour la libération des otages. Dans l'autre partie de l'actualité, les pays de l'océan Indien se mobilisent pour mieux surveiller leurs eaux et protéger leurs ressources marines. Des équipements valant 90 000 euros, soit près de 4,8 millions de roupies, ont été remis aux États membres. L'objectif est de renforcer la collecte de données en mer et appuyer les patrouilles dans un contexte marqué par 15 ans d'efforts conjoints contre la pêche illégale, comme nous l'explique Sarah Ono. Les pays de l'océan Indien se mobilisent pour mieux surveiller leurs eaux et protéger leurs ressources marines. Lors de la 12e réunion du groupe de travail des observateurs à la Commission de l'océan Indien, une rencontre a été marquée par la remise d'équipements d'une valeur de 90 000 euros, soit environ 4,8 millions de roupies. Ces outils, allant du matériel de sécurité au GPS et ordinateurs, permettront aux observateurs d'améliorer la collecte de données et d'appuyer les patrouilles en mer. Mais les défis restent de taille, l'immensité des zones maritimes, le manque de moyens et la nécessité d'échanger les données en temps réel compliquent la tâche des États de la région. Surveiller, ça nécessite un coût très important en matière de mobilisation des moyens. Et tous les pays participants n'ont pas les mêmes niveaux en termes de moyens pour mobiliser une patrouille en mer. Ça nécessite au moins 10 000 euros par jour. La Commission de l'océan Indien est là pour relever ces défis en matière de coordination de la lutte contre la pêche hyénine dans la région du sud-ouest de l'océan Indien. Selon les observateurs, une meilleure collaboration régionale est la clé pour progresser et trouver des solutions concrètes. Notre plus grande contrainte, c'est qu'à notre niveau, nous n'avons pas assez de ressources. Dans nos petites îles, nous manquons de personnel. L'expertise est limitée et donc la qualité en souffre. C'est une problématique sur laquelle nous travaillons. À travers ce groupe, peut-être que nous allons trouver un moyen de mieux coordonner les informations et les données. La collecte et la qualité de ces données sont très importantes. Présent à la réunion, le ministre de l'Agro-Industrie, le Dr Arvind Boulel, a insisté sur l'importance de la coopération pour contrer les menaces qui pèsent sur la région. L'essentiel, c'est qu'il y ait une meilleure coordination. Parmi la lutte contre la pêche illicite, non réglementée, illégale. C'est un programme régional de surveillance, il est très important. Nous avons un soutien de l'Union européenne, mais aussi la contribution de là au-delà. Sa contribution là, c'est depuis la formation jusqu'à observateurs qui l'ont battu.
et partage des informations. Cette 12e réunion du groupe de travail des observateurs marque aussi le 15e anniversaire du programme. Les participants s'accordent, il faut pérenniser les acquis, renforcer la certification des observateurs, explorer des financements durables pour assurer la viabilité du dispositif dans l'océan Indien. Le Katalaya Ace, l'un des plus grands transporteurs de véhicules au monde, a ouvert ses cales à notre équipe pour une visite exclusive à bord. Environ 400 véhicules ont été débarqués et une cinquantaine d'autres embarqués à destination de marchés africains, une étape clé qui illustre une fois de plus le rôle stratégique de Maurice dans la région. Le reportage de Shehzad Jouman. Il a accosté ce mardi à l'aube dans la rade de Port-Louis. Le Katalaya Ace, l'un des navires spécialisés du type Pure Car and Truck Carrier du groupe Mitsui O.S.K. Lines, peut embarquer jusqu'à 6000 véhicules. À l'intérieur, de véritables parkings flottants répartis sur 12 niveaux. À bord, tout est orchestré au millimètre. De la rampe arrière à la passerelle de commandement, l'organisation est rigoureuse. Chaque véhicule a sa place, l'équipage veille à la sécurité et à l'efficacité des opérations. La cargaison doit être correctement arrimée et stockée en toute sécurité à bord du navire. Lorsque le navire est en mer, des contrôles réguliers sont effectués toutes les 2 heures. De plus, des détecteurs d'incendie sont installés à bord et sont surveillés en permanence pendant toute la durée de la navigation afin de garantir la sécurité. Pour les autorités, cette escale est plus qu'un simple arrêt. C'est un signe fort de confiance des armateurs internationaux. Outre le transbordement, les navires de Mitsui O.S.K. Lines font également escale à Port-Louis pour y prendre du carburant. Un boost logistique et économique pour Port-Louis. Le port, c'est le next frontier de un grand développement et de un changement architectural. Une earmark 5,4 milliards comme investissement dans le port. Le Premier ministre Pierre, pour penser, nous conscients qu'il y a un partenaire stratégique au niveau local. Il y a plus ça le secteur privé. Le Katalaya Ace a débarqué environ 400 véhicules à Maurice avant de lever l'ancre pour l'île de la Réunion. Je vous le disais au sommaire, après 4 ans de fermeture, le théâtre Serge Constantin à Vaqua accueille de nouveau les artistes. Si les travaux de rénovation à l'intérieur du bâtiment sont achevés, d'autres travaux extérieurs sont prévus. La réouverture officielle a eu lieu hier en présence de plusieurs personnalités. Cynthia Moutou. Le théâtre Serge Constantin était fermé depuis 2021 pour raison de sécurité. Aujourd'hui, avec les travaux de rénovation intérieure complétés, il peut accueillir de nouveau les artistes. Les membres de la troupe Sakao étaient les premiers à entrer en scène pour cette réouverture. Autre expression artistique, cette fois avec le concours du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Et Madame Mosse, un paquet de ballons sur la tête, se délarmer dans ce lérin. Les coulisses ont aussi été réaménagées. Les musiciens du Conservatoire national de musique François Mitterrand ont déjà pris place en attendant leur moment de passage. J'ai beaucoup d'émotions parce que ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs avec mes amis de classe et tous mes profs. Derniers accords, quelques minutes avant l'entrée en scène. Ça nous fait très plaisir parce que c'est une scène qu'on était venu il y a plus d'une décennie de cela. Et de rejouer ici, ça fait chaud au cœur. Levé de rideau. Cette rénovation équivaut à une mission qui n'était pas impossible.
Et pour tout de suite, direction Centre de Flac, où les élèves du Modern College, qui se sont distingués par le biais de leurs performances académiques en 2024, ont été récompensés au cours de la semaine. Cette cérémonie de remise des prix s'est tenue en présence du président de la République et du ministre de la Santé, Priyanka Ari. C'est dans une ambiance empreinte de fierté que les élèves les plus méritants du Modern College pour l'année académique 2024 ont été récompensés. Parmi eux, Abdallah Daoudji Doriao, lauréat dans la filière scientifique, Marie-Kimberly César, boursier à côté technique, et Sudish Kunja, qui s'est distingué au School Certificate avec 6 unités. Tous partagent un même secret, la rigueur et la bonne gestion du temps. Comme la fait, c'est discipline. Discipline, il pas veut dire ne qu'apprendre une journée, mais qu'on manage le temps, qu'on est capable d'apprendre, qu'on est capable de faire les autres hobbies, voilà. Et travailler dur, pas give up quand on a un hardship dans la vie et persévérer. C'est là qu'ils obtiennent le succès. Tout failure qu'ils ont gagné, c'est peut-être prendre ça comme un encouragement, c'est un step pour être capable d'améliorer dans l'étude. Manager le temps, pas distraire et l'école pour aider tout le temps. Le recteur et manager de l'établissement, le Dr Yogeshwanath Samukhya, a rappelé que la discipline demeure essentielle pour réussir. Quelque chose qui peut tout le temps inspire nous, c'est nos ancêtres. Quand nos ancêtres viennent d'ailleurs, ils viennent à l'île Maurice, la vie montre-nous beaucoup. Il y a beaucoup de leçons qui nous besoin tirer. Et je pense que dans n'importe quelle génération nous peut vivre. C'est nous besoin tout le temps servir ça comme nous repères. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Dharamveer Gokul, du ministre de la Santé, Anil Bechu, ainsi que de plusieurs parlementaires. Dans le cas international, des scientifiques effectuant des forages au large de la côte nord-est des États-Unis pensent avoir découvert un océan d'eau douce caché sous les fonds marins. Cet océan pourrait à terme fournir de l'eau potable à des millions de personnes dans le besoin. Le récit de Nitoucha Djia. Au plus profond de la Terre, un paysage glacé est devenu un paysage marin. Lorsque la glace a fondu et que le niveau des océans s'est élevé au large du nord-est des États-Unis. En fourrant à la recherche d'eau douce sous ces eaux salées, l'expédition 501 a extrait des milliers d'échantillons. Des gouttes d'eau à boire sous ces profondeurs saumâtres, de l'eau douce au fond de l'océan. L'eau douce commence à une profondeur bien inférieure à ce que nous avions initialement prévu et se termine plus profondément que prévu, ce qui indique qu'il y a probablement plus d'eau douce ici qu'on imaginait. Tous les forages effectués à travers des roches vieilles de plusieurs dizaines de millions d'années contiennent encore des sédiments comme du sable et de l'argile. Le potentiel de cette découverte est énorme. Il en va de même pour les obstacles à l'extraction de l'eau, ainsi que pour la question de savoir à qui elle appartient, qui l'utilise et comment l'extraire sans nuire excessivement à la nature. On revient aux actualités locales. D'ici la fin de ce mois-ci, Maurice accueillera 2 rendez-vous majeurs, les Jeux des chorales Afrique-Asie-Pacifique et le Grand Prix des Nations 2025. Des chœurs venus de plusieurs pays y participeront en prélude. La mascotte des Jeux a été dévoilée cette semaine. Les détails avec Koyal Sittel. Des voix venues d'ici et d'ailleurs vont bientôt résonner à l'unisson. Maurice accueillera du 27 septembre au 5 octobre les Jeux des chorales Afrique-Asie-Pacifique et le Grand Prix des Nations. Une première pour le pays qui rassemblera plus de 50 chœurs issus d'une douzaine de pays, dont plus de 40 formations locales. Timo, un hippocampe et la mascotte des Jeux, a été dévoilé lors d'une cérémonie. L'événement a également été ponctué par la signature d'accords de parrainage. Plus qu'une simple compétition, ces Jeux visent à célébrer la créativité et à révéler les talents des jeunes sur la scène internationale.
Des élèves passionnés par les sciences ont présenté des projets innovants lors de la première Olympiade des sciences du Mahatma Gandhi Institute à Mocha. Il a surtout été question de valoriser la créativité scientifique et d'encourager des solutions adaptées aux défis d'aujourd'hui. Sarah Ono. Créativité et sciences réunies à l'Institut Mahatma Gandhi. Les élèves, motivés par la recherche et l'innovation, ont proposé des solutions pratiques pour répondre aux enjeux actuels dans le cadre de la première Olympiade des sciences. C'est un hydroélectrique énergie qui produit avec de l'eau. Quand tu as bien tourné, il roule un DC moto qui produit l'électricité. Et nous comprenons ce que nous apprenons de l'école de physique, de chimie. Et nous mettons en pratique de la vie. Nos projets, c'est l'eau desalination, qui nous prend de l'eau salée depuis la mer, nous fait de l'eau pas buvable. Les autres affaires, comme baigner, lave la voiture, pour save water. Au commencement de l'année, il y avait une période de sécheresse. On devrait chercher un moyen pour obtenir de l'eau salée qui est autour de notre île. L'eau potable. Il y a une bonne opportunité pour montrer notre passion pour la science. Ça peut coûter, mais ça peut faire la différence dans la société. Des projets originaux pensés et montés par les jeunes eux-mêmes qui démontrent leur curiosité scientifique. Le projet de l'eau en bio-artificiel, c'est une machine qui est insérée dans le corps et qui imite fonction en rein pour une patient dialyse, pas besoin de faire dialyse. Pour notre projet, on a pu s'exprimer sur comment on peut changer le monde de la médecine. C'est un cooling chamber qu'on a fait avec du coton. Donc, j'étais inspirée pour faire ce projet parce que partout où je suis allée à l'école, j'ai vu comme si des bouteilles de plastique partout comme ça. J'ai dit, je dois changer ça. Donc, on a pensé de créer un éco-cooler, un sustainable cooler avec des bouteilles de plastique. Cette première édition avait pour but de valoriser l'esprit d'innovation et donner envie aux élèves d'aller plus loin dans les sciences. Science, ce n'est pas seulement un sujet, ça donne aux élèves beaucoup l'occasion pour faire beaucoup de recherches qui auparavant, ce n'était pas si pour faire on their own. Il était question aussi de rendre hommage aux grands noms de la science, source d'inspiration pour ces jeunes. Autant pour les sciences, tout à fait autre chose à présent, même à 100 ans. Bibi Aïssa Nadjourali ne compte pas ralentir, bien au contraire, elle vit presque à 100 à l'heure. Elle vient d'effectuer un tour en hélicoptère pour fêter son anniversaire, mettant en exergue que l'âge n'est qu'un chiffre et que la joie de vivre se cultive jusqu'au bout. Voyons cela avec Anjoram Goulam. Accrochez-vous, voici venir Bibi Aïssa Nadjourali, alias Super Daddy. Pour ses 100 ans qu'elle a célébré le 28 août, un de ses fils lui a offert une balade en hélico. Sa réaction, même pas peur. Faut pas peur du tout, oui. Depuis là-haut, vous guettez partout. À cet âge vénérable, on pourrait s'attendre à une existence faite uniquement de routine, rythmée par la monotonie. Très peu de tout cela pour Daddy Aïssa, merci. Elle est encore adepte de sensations fortes et n'hésite pas à aller faire un tour en speedboat quand l'occasion se présente. Oui, d'abord aussi. D'ailleurs aussi, moi, j'y allais déjà. On va aller à côté de mon garçon, La vie de Daddy Aïssa a été une montagne russe. Elle est maman de 9 enfants, dont 6 sont décédés. Elle avait 4 frères et 3 sœurs, dont certains ne sont plus là également. Elle compte aujourd'hui 17 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Mariée jeune, elle a perdu son époux à 60 ans. Depuis l'enfance, cette habitante de Triolet a connu le dur labeur. Travailler dans les champs, nourrir des chèvres. Nous travaillons dans le carreau ensemble, plaisir. Le temps tient à la sécheresse, nous sommes plein de l'eau dans le prix. Daddy Aïssa a le cœur bien accroché. Pas d'ennui majeur de santé, même si elle se déplace à l'aide d'un déambulateur ou d'une canne. N'allez pas lui dire de se coucher tôt, ce n'est pas dans ses habitudes. 100 ans et encore l'appétit de vivre. Quel est le secret de cette longévité et de cette énergie? Est-ce un repas équilibré composé de poissons et de bouillon bread par exemple? Tout qui se passe. Le poisson. Pizza. Pizza. Pizza.
Une leçon de joie et de résilience offerte par une centenaire qui nous rappelle que l'âge n'est qu'un chiffre et que la vie, malgré les hauts et les bas, est à savourer jusqu'à la dernière bouchée, à chaque instant, jusqu'au dernier moment. Notre coup de cul pour faire là, sauter en parachute. Merci qu'il y ait l'occasion. L'occasion pour aller. En tout cas, une belle leçon de vie. L'Institut français de Maurice a accueilli la première édition du prix Goncourt Choix de l'île Maurice, une initiative qui place les jeunes lecteurs mauriciens au cœur de la grande tradition littéraire francophone. Plus d'une centaine d'élèves se sont réunis pour élire leurs lauréats parmi les 4 finalistes de la prestigieuse sélection Goncourt. Leur choix s'est porté sur Jacaranda de Gaël Faye d'Assap à la Sormi. Cette écriture qui m'a provoqué chez moi. Cette première édition de Choix Grand Cours de l'île Maurice a réuni une centaine d'élèves. De mars à août, ils ont étudié 4 ouvrages. Ils ont ensuite rédigé et présenté de courtes critiques littéraires, développant ainsi leur sens de l'analyse, leur capacité à argumenter et leur ouverture sur la diversité des voix francophones. Les porte-paroles des différents groupes ont présenté leurs arguments dans un débat public. Le Choix Goncourt de l'île Maurice s'est porté sur le roman Jacaranda de Gaël Faye. Contrairement aux autres textes qui sont très brillants, je pense que le texte de Jacaranda est beaucoup plus connecté à nous, aux jeunes, vu que c'est le prix Goncourt des lycéens. Nous sommes venus ici pour une durée de 5 jours, bien préparés, avec une groupe de 9 personnes et aussi à l'aide des enseignantes qui nous ont aidés à travailler d'arrache-pied. Ça nous a pris environ 2 mois pour que tout le monde ait lu les 4 livres. On a choisi le livre Jacaranda de Gaël Faye, car c'est un livre qui nous a tous transportés. C'était le livre qu'on a tous préféré, qu'on a voté. La préparation, je dirais que ça s'est passé bien. Tout le monde a pu donner ses propres opinions. Tout le monde a formé sa propre analyse critique. Et aussi, je pense que ça nous a aidé aussi à développer plus notre caractère. Ce concours rejoint une constellation de 43 déclinaisons internationales du prix organisées à travers le monde. On fait tous le constat que les jeunes lisent moins et donc on a décidé de chercher quelle était l'action qu'on pouvait mettre en place pour remobiliser des jeunes autour de la lecture. C'est un projet de longue haleine. On met l'accent sur la lecture, on veut valoriser la lecture, on veut promouvoir la littérature, mais plus précisément, c'est donner la chance à ces jeunes de réfléchir, d'être juges à leur tour. Cette compétition vise à encourager la lecture et promouvoir la littérature contemporaine auprès des jeunes lecteurs mauriciens. Et puis ce phénomène céleste, demain soir, on aura droit à un spectacle de toute beauté, une éclipse totale de lune. Elle sera visible depuis Maurice et débutera à 19h28. Aussi appelée lune de sang, le phénomène ne manquera pas de captiver les regards et d'attirer l'attention du public et des astronomes, comme nous le dit Farah Konaï. Depuis la nuit des temps, l'humanité a été fascinée par des phénomènes célestes. Les éclipses, elles, parviennent à combiner beauté visuelle et intérêt scientifique. Ce dimanche, une éclipse totale de lune réunira ces 2 dimensions de manière spectaculaire. Dans 1 an, 2 fois, à 2 reprises, la lune, pour comme si on dirait, rentre dans l'ombrage de la Terre. C'est-à-dire soleil pour un côté, la Terre pour là, et la lune pour passer dans l'ombrage de la Terre qui finit créé par le soleil, évidemment. Alors, quand l'IP passe là-dedans, nous pouvons gagner ce qu'on appelle une éclipse de la Lune. Et ça, il est visible de la Terre, peu importe où était, pour y faire la nuit. Parce que pendant la journée, on ne peut pas trouver. Cette lune de sang est la 2e de l'année. Elle sera visible sur une large portion du globe, y compris depuis Maurice. Sachez que contrairement à une éclipse de soleil, ce phénomène se produit pendant la pleine lune. Le 7 septembre, il est visible de, évidemment, cette partie de la Terre, c'est-à-dire l'Afrique, l'océan Indien, l'Australie. Une éclipse de lune peut être observée sans danger pour la vue.
L'éclipse de lune est un phénomène relativement lent, ce qui fait que vous aurez amplement le temps de l'admirer demain soir. Autant pour les dernières nouvelles d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Un grand merci également à toute l'équipe, à la réalisation. À venir, la page météo et le journal des sports. Bonne soirée et surtout, bon week-end à vous. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Des averses localisées ont été observées au nord-ouest et au nord aujourd'hui. Il y aura une éclipse totale de la Lune qui commencera à 19h26 demain dimanche et prendra fin à minuit 57 le lundi 8 septembre. Cette éclipse sera visible à Maurice, Rodrigue, Saint-Brandon et à Galéga. Quelques nuages venant du sud-est influenceront le temps à Maurice, tandis que quelques nuages venant de l'est influenceront le temps à Rodrigue. Notons aussi que quelques nuages venant de l'est-sud-est traverseront l'île d'Agaléga par moments. Les isobars espacés expliquent le courant d'air léger sur notre région. Prévision pour Maurice, des averses localisées persisteront au nord jusqu'au crépuscule, mi-couvert à parfois nuageux dans la soirée avec quelques ondées à l'est, au sud et sur les hauteurs, essentiellement beau durant la nuit. Le temps restera beau en général demain, le vent soufflera du sud-est à environ 15 km/h, se renforçant demain matin. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur le littoral. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et sera entre 22 et 24 degrés sur les hauteurs et entre 26 et 29 degrés dans les régions côtières. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud. Rodrigue, mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec quelques ondées occasionnelles, essentiellement beau dans l'après-midi. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 25 km/h avec des pointes de 50 km/h se renforçant durant la nuit. La température minimale sera entre 18 et 21 degrés. La température maximale sera entre 23 et 26 degrés. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud. Les prévisions pour Agaléga, mi-couvert devenant parfois nuageux avec quelques averses occasionnelles. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 25 km/h, se renforçant durant la nuit pour atteindre les 35 km/h en moyenne. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 30 degrés demain. La mer sera agitée, devenant graduellement forte durant la nuit avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer dès ce soir. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir. L'arrêt des aides financières du Comité international olympique au cœur de la conférence de presse du ministre David Nagalingam ce matin à Port-Louis. Il lance un appel à toutes les parties concernées pour se réunir autour d'une table mardi en vue d'éviter la sanction ultime, soit la suspension pure
et simple du Mauritius Olympic Committee, dans lequel cas Maurice ne pourra participer à aucun des événements sous l'égide du CIO. Voici le compte-rendu de Vikash Bagheretti. Suite à la dernière communication du Comité international olympique, datée du 26 août, confirmant la suppression de ces aides financières au Comité olympique mauricien, le ministre Deven Nagalingam réagit pour éviter d'autres sanctions, dont une possible suspension du COM, et endossant son rôle de médiateur facilitateur, il invite toutes les fédérations dûment enregistrées et le COM à une réunion élargie ce mardi après-midi à son bureau à Port-Louis. L'objectif étant d'éviter une situation encore plus dramatique. Le 18 et le 19 septembre, nous venons aussi apprendre qu'il prenait un comité exécutif du Comité international olympique. Et si d'ici le 18 et le 19, aucun développement positif pas trouvé, il est très probable que le Comité olympique pour suspendre le Comité olympique mauricien. Ça qui peut conduire à une situation dramatique pour le sport mauricien. Le gouvernement demande moi pour réunir toute fédération olympique ensemble avec le comité olympique mauricien pour trouver une solution en urgence. Sa rencontre-là pour mardi le 9 septembre, 2h, ici même au sein du ministère. La presse pour inviter et pour un live streaming de sa rencontre-là. Entouré de la junior ministre Karen Fukyun et de ses principaux collaborateurs, le ministre Nagalingam a annoncé avoir envoyé 2 lettres à l'instance internationale pour essayer d'assainir une situation qui perdure depuis 2013, selon lui. L'intérêt des sportifs demeure la priorité du gouvernement et de son ministère, a-t-il affirmé. Nous en face à une menace réelle d'une suspension, vous êtes. Ce qui veut dire que Maurice n'a pas pour capable pratique dans aucun événement sportif qui tombe sous l'égide du Comité international olympique. Je t'imagine une situation catastrophique pour nos athlètes et pour la réputation de nos républiques de Maurice. Gouvernement et nous-mêmes, nos priorités, c'est bien-être de tous nos athlètes. Il n'est pas possible qu'il y ait un groupe de monde pour notre propre intérêt personnel et mettre en otage et assassine le sport mauricien. Le Conseil des ministres a été informé ce vendredi de la gravité de la situation et des risques pour le monde sportif mauricien. Pour l'heure, les sanctions du CIO ne concernent heureusement pas ceux qui sont déjà bénéficiaires des bourses olympiques, a-t-il ajouté. En judo, les festivités continuent. Une cérémonie a été organisée ce samedi après-midi au complexe Omnisport de Côte d'Or. Elle a réuni les différents acteurs de l'organisation ainsi que le ministre des Sports Deven Nagalingam concernant la compétition. Après les championnats d'Afrique vétérans et l'Open Junior jeudi et vendredi, l'Open de Maurice Cadet était au programme ce samedi. La moisson a été bonne. Maurice a notamment décroché 2 médailles d'or par l'entremise de Lucas Corrette chez les moins 81 kg et de Kélan Joseph chez les filles. Vous voyez d'ailleurs quelques images de la compétition d'aujourd'hui avec ici la performance de Lucas Corrette. Hippisme maintenant. Bless My Path de l'écurie Pritam Devi s'est imposé dans la course principale de la 5e journée. Un petit champ qui s'affrontait sous la pluie et c'est Dinesh Soufol qui a eu le dernier mot. Retour justement sur cette épreuve. Voilà, c'est parti pour cette épreuve principale avec un bon départ de Bless My Path qui, dès l'ouverture des boîtes, prend 2 longueurs d'avance. Gauthier est très sollicité, il se porte à l'extérieur de Bless My Path, mais regardez The Mauritian qui va assister à l'extérieur et qui va tenter de partir. Mais Bless My Path reste au contact sur les barres et va laisser filer The Mauritian. Ensuite, il y a Gauthier qui tire toujours et se porte à l'extérieur du coursier d'écurie Pritam Devi, alors que
Captain Bombshell est lui en dernière position alors qu'on est dans la ligne opposée à 800 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de The Mauritian, donc qui contrôle maintenant les opérations sur son arrière-main. Il y a Gauthier, Bless My Path reste bien au contact en troisième position. Ensuite, on retrouve Captain Bombshell qui va commencer à bouger alors qu'on on va accrocher la roue du gouvernement, toujours sous l'impulsion de The Mauritian qui fait une belle impression, accroché sérieusement maintenant par Gauthier sur qui eh bien Dinesh Schwartz part maintenant. Bless My Path reste au contact. Captain Bombshell alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. The Mauritian a toujours l'avantage avec Gauthier à l'extérieur. Bless My Path complètement à l'extérieur. The Mauritian, Bless My Path qui termine de plus en plus fort à l'extérieur. Bless My Path, The Mauritian, Bless My Path qui va s'imposer. On va parler tennis à présent avec l'US Open. Quelques heures après Carlos Alcaraz, Yannick Sinner s'est qualifié pour la finale en battant Félix Auger-Aliassime. L'Espagnol et l'Italien vont se disputer pour la troisième fois de suite un titre en Grand Chelem. Ajmal Moïta. Carlos Alcaraz a livré une prestation magistrale face à Novak Djokovic, s'imposant en 3-7, 6-4, 7-6 et 6-2. Ultra agressif en retour, solide de service, l'Espagnol n'a pas tremblé face au Serbe, pourtant triple vainqueur à New York. Dans l'autre demi-finale, Yannick Sinner a pris le dessus sur Félix Auger-Aliassime en 4-7, 6-1, 3-6, 6-3 et 6-4. Malgré un petit souci physique au deuxième set, l'Italien a parfaitement géré la suite du match, dominant l'échange avec constance et intensité. Ces deux victoires ouvrent la voie à une finale explosive entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui s'affronteront pour la troisième fois consécutive en finale de Grand Chelem cette saison. Un duel au sommet entre deux joueurs qui incarnent l'avenir et déjà le présent du tennis mondial. En football à l'étranger, suite ce samedi des éliminatoires au Mondial 2026 zone Europe. 6 rencontres seront à l'affiche pour le compte du groupe K. L'Angleterre reçoit Andorre, alors que pour le groupe F, le Portugal est en Arménie. Et sinon, côté résultat, hier, la France a parfaitement négocié sa campagne avec une victoire 0-2 en Ukraine. De son côté, l'Italie a écrasé l'Estonie 5-0. La Slovénie a arraché le nul de partout face à la Suède. Victoire de la Suisse contre le Kosovo 4-0. Enfin, dans un duel serré à Copenhague, le Danemark et l'Écosse se sont neutralisés. Alors, score dans ce cas précis, 0 partout. Quelques mots de Formule 1 avec Max Verstappen qui a signé la pole position du Grand Prix d'Italie à Monza, sa première depuis Silverstone début juillet. Lando Norris a arraché la deuxième place sur la fin et s'élancera juste devant son coéquipier chez McLaren et adversaire justement au championnat, soit Oscar Piastri. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon week-end.